Bienvenue à tous pour ce webinaire sur les normes d'isolation 2021. Malheureusement, le ministre a eu un empêchement de dernière minute et ne pourra pas participer à ce webinaire et nous rejoindre aujourd'hui. Cette année, bien sûr, comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine avec des réglementations qui sont plus strictes, notamment en Flandre, et des évolutions en matière de primes. Face à toutes ces nouveautés auxquelles nous faisons face, il n'est pas toujours facile pour le candidat rénovateur ou bâtisseur de s'y retrouver. Afin de faire le point à ce niveau-là, nous donnerons la parole à différents intervenants et producteurs actifs dans différents secteurs et nous reviendrons brièvement d'abord dans l'introduction par rapport à la situation en Wallonie en guise d'introduction. Voilà, je présente peut-être les speakers d'aujourd'hui. Nous avons Martin Estermans qui travaille chez Rockwool qui nous parlera de l'isolation de la toiture. Pour démarrer, ensuite nous enchaînerons avec Thibaut Gérard qui travaille chez Sto qui nous reviendra sur l'isolation des murs. Pour ensuite passer la parole à Giuseppe Cicciarelli qui travaille chez Isopers, qui nous parlera quant à lui de l'isolation des sols. Ensuite, Johan Elisabeth nous parlera de l'isolation des fenêtres et châssis pour sa marque Winsol. Et enfin, nous clôturerons avec Stéphane Lonneux qui travaille pour Daikin, qui nous parlera des pompes à chaleur, des chaudières à condensation et des énergies renouvelables. Voilà, donc merci à tous ces intervenants d'ores et déjà pour vos précieux éclaircissements. En guise d'introduction, je voudrais vous partager la situation en Wallonie aujourd'hui, comme nous l'avons dit, qui est différente de celle de la Flandre. En effet, comme vous le savez, il n'existe à l'heure actuelle aucune réglementation stricte pour le marché de la rénovation wallon, même si des mesures ont été prises dans les années, devraient être prises dans les années à venir, pardon. Mais la situation est aussi préoccupante, forcément, puisque nous savons qu'en Wallonie, 80% des habitations ont plus de 30 ans actuellement et sont souvent mal isolées. Nous habitons en Belgique dans un parc très vieux et grand. Nous habitons grand en Belgique, donc nous avons un double handicap pour rattraper en effet les normes européennes, les attentes européennes pour 2030. Donc il est temps de s'y mettre et si nous voulons réduire en effet les émissions de gaz à effet de serre, nous devons agir sur l'isolation des bâtiments. C'est primordial, c'est la première étape à prendre. Donc nous devons mieux isoler les nouveaux bâtiments, mais on doit surtout réagir par rapport en effet au parc existant. La rénovation est le gros challenge qui nous attend et donc inutile d'attendre que de nouvelles mesures soient prises en agissant dès maintenant et en prenant les bonnes décisions pour la rénovation. Les Wallons pourront non seulement agir pour l'avenir, mais ils feront également de belles économies d'énergie et pour ça, il faut penser à l'isolation. C'est ce que vont tenter, et avec, je suis certain, avec brio, vont nous expliquer nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, sans trop attendre, je voudrais vous parler et vous introduire les speakers de cette journée. Donc, nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet et je donne la parole volontiers à Martin Estermans de l'entreprise Rockwool qui va aborder le sujet de l'isolation en toiture. Martin. Oui, Monsieur De Vos, grand merci. Et Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, je vais vous essayer de donner un bref aperçu de l'approche à isoler une toiture en rénovation. Je vais partager mon écran. Voilà. Comme ça, tout le monde voit mon écran.
Bon, d'abord, la première question, pour quoi isoler une toiture dans le cas d'une rénovation? Bien, je dirais, c'est pour économiser d'énergie, hein. Donc, air chaude qui monte, donc une partie importante qui va échapper par la toiture. Et donc, c'est important d'isoler néanmoins la toiture toujours. Mais je dirais il y a deux grands autres avantages. Dans ce cas, c'est d'abord que vous créez un espace habitable, donc soit pour une chambre à coucher, soit chambre à loisirs, peut-être même un entier studio, etc. Et dernière chose, aussi bien important, si vous faites ça de bonne façon, alors vous gagnez aussi de confort global dans votre maison, donc c'est-à-dire surtout les nuisances sonores, hein, donc les bruits par extérieur. Vous êtes alors de cette façon déjà dans une situation plus confortable en général dans votre maison. Eh bien, d'abord, la question, quel type de toiture vous avez, hein? Donc, c'est bien sûr une toiture plate ou une toiture inclinée, et c'est presque toujours un des 5 cas ici indiqués. Donc, toit plat, une structure, disons, classique en bois ou une structure sur des ordi en béton ou des cassettes en verre, en terre cuite. Toit incliné, la plupart des situations, je suppose, avec typiquement belge, les pannes et les chevrons, ou une série de fermes, ou bien peut-être une structure déjà plus récente, des éléments de toit préfabriqués. Eh bien, comment alors aller isoler? Il y a d'abord une question importante, une question fondamentale. Est-ce qu'on fait une approche par extérieur ou par l'intérieur? Eh bien, on va considérer ça pour tous ces cas. Et commence avec la toiture plate. Bah, je dirais donc simplement une toiture existante plate a une couche bitumineuse et celle-là est donc non respirante. Donc c'est toujours, disons, délicat d'isoler ça vers intérieur. Donc c'est bien préférable de faire ça côté extérieur. Donc demandez toujours l'avis d'une firme spécialisée ou du producteur de l'isolant. Et aussi, ce n'est pas un travail, je dirais, à faire soi-même, à bricoler. Donc, laissez toujours faire ça par une firme spécialisée. Toiture inclinée, même question, extérieur ou intérieur. Là, les deux sont possibles, mais quel est alors votre choix? Bien, je dirais l'extérieur, si votre hauteur est limitée sur le grenier, où vous avez une finition, je dirais, très beau, historique, que vous ne voulez certainement pas enlever, alors c'est le choix d'isoler vers extérieur. Ça veut dire qu'on va donc, disons, enlever votre couverture existante et la remplacer, la mettre sur des panneaux durs. Donc, c'est bien un travail bien profond. Donc, là aussi, je dirais, c'est pas un travail à bricoler, mais demander donc une firme spécialisée pour réaliser ce genre de travaux. Côté intérieur, alors c'est la plupart des cas, je suppose, et c'est aussi en principe le plus facile. Mais alors, comment alors réaliser ça? Bien sûr, regardez toujours d'abord à l'état de votre structure. Est-ce qu'elle est en bonne condition? Elle n'est pas humide et tout ça. Donc, réparez ce qui est nécessaire avant d'aller plus loin. Est-ce que vous avez une sous-toiture, donc en dessous des tuiles ou des ardoises, c'est-à-dire un panneau menuiserie, hein, bien connu, je crois, ou un membrane? Si ce n'est pas le cas, bon, je dirais considérez alors considérez en tout cas de peut-être refaire votre toiture avec donc 7 secondes de peau en dessous. Et presque toujours, votre isolation, donc 10, 12, 15 cm, vous n'avez pas assez d'auteur ou une finition existante que vous ne voulez pas enlever. Ici, alors, donc, côté intérieur, comme dit, le plus facile et la plupart des situations, je suppose, mais regardez à la situation de votre toiture. Donc, est-ce qu'elle est en bonne santé, hein? S'il n'y a pas de sous-toiture dans la situation existante, donc panneau menuiserite sous les tuiles, sous les ardoises ou un autre membrane, alors envisagez peut-être de refaire votre toiture parce que c'est bien important pour avoir une structure optimale au niveau d'étanchéité à l'air et donc aussi thermiquement. Et donc, quand votre isolation est plus épaisse que les chevrons, ce qui est presque toujours le cas,
alors vous clouez ou ajoutez donc des lattes en bois sur la structure existante. Ici, il y a plusieurs possibilités d'isoler entre alors les chevrons ou entre les fermes. Disons, le principe, la façon plus facile, c'est que vous prenez une isolation souple ou flexible ou compressible, hein, comme une laine minérale. Hein, donc ici, dans ce cas, sur lait de roche. Donc on peut, disons, la compresser quelques millimètres. Donc on va surdimensionner, coupe surdimensionnée, et alors elle peut être placée autoserrant entre la structure. Il y a le choix entre des panneaux standards, mais aussi des panneaux triangulaires, même des panneaux enroulés. Alors pour faire ça avec le mètre de déchets. Et bien connu, je crois, les matelas à longuette avec le pare-vapeur déjà intégré. Mais là, une condition, c'est que la distance entre vos chevrons doit être la même que celle des rouleaux. Donc alors, c'est 45 ou 60 cm. Après avoir isolé, on va mettre par vapeur, pas seulement pour le vapeur, mais aussi pour freiner donc l'air. Donc que vous avez alors une structure avec une air qui ne bouge pas dans la construction, pour avoir donc une construction thermiquement optimale. Et donc, alors c'est question de fixer ce membrane sur les chevrons et aussi de mettre ça avec chevauchement et bien donc fermer tous les jouets au moyen de bandes adhésives. Et puis on met finalement bien sûr les cartons plâtre ou finition en bois ou n'importe comme vous voulez. Encore quelques points d'attention. Donc, toujours faire attention aux points suivants. C'est d'abord donc toiture plat bituminé, comme déjà dit, c'est un matériau non respirant le bitume. Donc, soyez prudent pour faire quelque chose à l'intérieur. Donc, et demandez toujours le conseil d'une firme ou du producteur de l'isolant avant de commencer. Et donc, et le meilleur choix, c'est de faire ça par une firme spécialisée et pas bricolée. Même chose en général, toiture inclinée, dans le cas qu'il faut être isolé à extérieur, demandez une entreprise spécialisée, c'est un travail profond. Mais regardez aussi si le dépassement de la hauteur de votre maison, si c'est admissible donc, dans votre situation. Isolation intérieure aussi très important, toujours remplir entièrement l'espace entre les chevrons, ne laissez pas des vides d'air derrière l'isolant parce que ça pourrait causer donc des, comment je vais dire, infiltration d'air ou de vapeur et alors la situation n'est plus optimale. Donc entièrement remplir le vide que vous avez dans la structure. Et finalement, le pare-vapeur, donc il est seulement efficace quand il est bien fermé sur toute sa surface, donc bien appliquer des bandes adhésives sur les chevauchements et aussi bien jointif aux parois latérales. Alors, encore quelques conseils. Vous avez engagé une firme pour vos travaux, mais vous avez donc un peu de doute sur leur approche, eh bien, demandez toujours une seconde opinion, hein, c'est clair. Des travaux en hiver, je dirais après isoler, mettez directement le pare-vapeur dessus pour donc éviter que l'air froid ou humidité ou vapeur peuvent pénétrer dans la construction pendant les travaux. Troisième point, l'isolation des toits. Donc, ce n'est pas encore seulement une question thermique, mais donc considérez aussi de faire ça avec des matériaux en même temps absorbant, hein, donc laine minérale est bien absorbant, et donc approprié pour ce genre de choses. Et alors, on gagne certainement aussi de confort en général. Et puis, dernier point aussi, les primes, bien sûr, regardez tout ce qui est possible. Aussi, la valeur R de l'isolant, peut-être que c'est quelques centimètres de plus que vous aviez dans votre tête, mais bon, vous gagnez la prime et vous obtenez finalement aussi une maison optimalement isolée.
Voilà, je dirais encore, les primes, oui, ça se change de temps en temps. Donc, le meilleur que je vous conseille, c'est donc regarder donc, pour votre région au lien suivant. Alors, vous avez toujours une vue d'ensemble de tout ce qui est possible au niveau des primes dans votre situation. Et nous vous aiderons finalement, bien sûr, avec plaisir. Donc, vous pouvez consulter notre site web et si vous avez de plus amples questions, des questions techniques ou n'importe, vous téléphonez simplement au numéro ici indiqué sur le slide. Voilà, merci beaucoup et je dirais bonne chance avec vos travaux de rénovation. Merci beaucoup, Monsieur Estermans, pour votre intervention et vos conseils pratiques pour nos téléspectateurs de ce webinaire. Ce fut très intéressant. Je suis certain que les rénovateurs de demain auront beaucoup de conseils à retenir de votre intervention. Merci à vous. Nous allons passer, du coup, après la toiture, nous passons à l'isolation des murs. Nous allons passer la parole à Thibaut Gérard de la société Sto qui va nous expliquer quelques détails pratiques par rapport à l'isolation des murs. Monsieur Gérard, la parole est à vous. Oui, merci Monsieur De Vos. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Thibaut Gérard, conseiller technico-commercial pour la firme Sto. Donc on est le leader technologique des systèmes d'isolation de façade pour la construction et la rénovation. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu plus sur l'isolation de façade. Je vais donc vous partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce que vous le voyez? Oui, nous voyons votre slide. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation en Belgique, on sait que 60% des habitations sont mal isolées ou pas isolées. On sait aujourd'hui également que ça représente 15 tonnes de CO2 de chauffage par ménage, soit 750 arbres. Alors pourquoi isoler? Donc aujourd'hui, isolé, on peut voir qu'il y a des déperditions de chaleur. Le toit représente 15 à 20%, mais les murs 20 à 25% et les fenêtres 20 à 25%. Les photos thermographiques parlent d'elles-mêmes. Donc vous pouvez voir sur la photo un bâtiment qui n'est pas isolé, un bâtiment qui est isolé. Donc on va voir les différences au niveau des couleurs. Alors, quels sont les avantages aujourd'hui d'isoler sa façade? D'abord, un nouveau look pour votre maison. Donc, on a plusieurs aspects qu'on peut mettre devant. Une économie jusqu'à 30% sur votre facture d'énergie. Plus de confort, une augmentation de la valeur de votre maison et des réductions d'émissions de CO2. On peut également répondre aux exigences PEB. On peut considérer qu'il y a actuellement 5 étapes pour une rénovation de façade parfaite. La première étape, lorsque vous mettez votre main sur les murs, vous sentez soit du froid, soit un courant d'air. Alors, il est temps d'isoler. Vérifiez d'abord, premièrement, les documents de votre maison pour voir si votre façade est isolée. Ensuite, vous pouvez vérifier auprès de votre commune si un permis est nécessaire. Donc, vérifiez à l'avance pour voir ce dont vous avez besoin. La troisième étape consiste à déterminer son budget. Donc, il faut vérifier votre budget, le budget donc, que vous avez à votre disposition, mais également se renseigner sur ce que vous pouvez emprunter à la banque. Il y a des prêts verts avec des taux très avantageux. Petite astuce, combien pouvez-vous économiser grâce à l'isolation de façade? Donc, vous pouvez calculer votre gain sur notre site www.isolermafaçade.be. La quatrième étape, c'est d'aller vers un expert. Donc, faites-vous conseiller.
demander des conseils à un expert qui va venir voir sur place, évidemment, comparer les offres, le type de matériel, les composants, les différentes finitions, les heures de travail. Et une petite astuce, vous pouvez trouver également un professionnel dans votre région grâce, de nouveau, à notre site www.renovermafaçade.be. Ensuite, la dernière étape, c'est de demander votre prime. Possibilité également de découvrir comment on peut calculer notre prime sur notre site. Et donc, on sait que les primes sont liées soit à la valeur RD, la valeur U de l'isolant, et varient donc d'une région à l'autre. Ici, j'ai représenté la structure du système d'une isolation de façade. Donc, on part évidemment d'un support pour lequel on va venir coller l'isolation et ensuite, on va mettre un mortier d'armature avec un treillis qu'on va enrober et ensuite, on va terminer par une finition, que ce soit du crépi ou d'autres finitions. Vous allez pouvoir choisir votre finition, l'enduit ou un crépi. Donc, il y a soit des grains qui sont différents, on peut donner différents aspects sur la façade, mais on peut également, grâce par exemple aux signatures, mettre en application une finition totalement différente. Donc ici, vous pouvez avoir quelques représentations, des imitations béton, des imitations bois. Tout cela est possible avec les enduits de chez Sto. On peut également, sur notre système, mettre le système Sto-Brick. Donc, ce sont des briquettes qui permettent de reproduire d'authentiques façades en briques. Le système est totalement isolé. Ici, plusieurs finitions que vous allez également pouvoir retrouver en référence sur notre site Sto. Quelques conseils. D'abord, il faut savoir si le système d'isolation est certifié. Donc, en choisissant un professionnel certifié, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux de TVA de 6% et donc économiser 15% de TVA. Demandez votre garantie de 10 ans avant le début des travaux grâce aux experts de façade. Optez pour la qualité, pensez à du long terme. Laissez-vous adviser sur la meilleure solution qui convient à votre style de vie, vos souhaits et votre budget. Vérifiez les conditions et la valeur RD, donc la résistance thermique de l'isolant, pour obtenir vos primes. Nous vous souhaitons bonne chance avec votre projet. Merci. Merci pour votre intervention très précieuse, Monsieur Gérard. Très intéressant, en effet, votre approche en étapes pour accompagner le candidat rénovateur à faire les choses dans le bon ordre. Je pense que ce seront des conseils très précieux dans l'élaboration de leur projet d'isolation de façade. Donc, merci beaucoup à vous. Je passe volontiers la parole à Giuseppe Ceccarelli de Isopulse qui va nous parler avec, j'en suis sûr, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'éléments intéressants par rapport à l'isolation du sol. Monsieur Ceccarelli, la parole est à vous. Merci, Monsieur De Vos. Donc, je cherche d'abord la présentation. Hop, non, c'est pas ça. Ça revient. Voilà, parfait. Merci. Voilà, merci à vous. Bon, bonjour tous. Je suis alors Ceccarelli Giuseppe et je suis le manager de Isopulse qui fait partie du groupe Van Hout. Malheureusement, mon français il n'est pas parfait comme mes autres collègues, mais on va essayer de vous guider un peu dans l'isolation de sol. Isopulse est un peu le spécialiste dans l'expansion de polystyrène, c'est-à-dire qu'on a une propre usine ici à Houtalen où on part des granulés de polystyrène et on va les expanser pour utilisation dans l'isolation des murs, des sols et des caves. Le groupe Van Hout, c'est une grosse société qui fait partie du Basics, qui est un peu de construction, mais qui a des choses très diversifiées.
On est dans la construction intégrale, création des milieux de vie durables, et on cherche toujours des solutions éco-énergétiques. Ça, c'est un peu le groupe Van Hout. Maintenant, quel est le plus avantage de l'isolation du sol? Bon, d'abord, on veut améliorer le confort de vie. Comme on a dit déjà, il y a beaucoup de maisons qui sont mal isolées, et spécialement les anciennes maisons ne sont pas du tout isolées sur le sol. Avec une isolation du sol, bon, en général, c'est une méthode très rapide à faire. Il y a des solutions différentes pour en rénovation pour mettre ça sur une sol existante, comme des panneaux qui sont rapides, lisses et qui maintiennent la forme, et qu'il y a aussi des manières pour directement carreler dessus. Pour vous donner une idée, une sol pas isolée a plus ou moins une température de 10 degrés moyenne. Une sol isolée a plus ou moins 20-21 degrés. Déjà, ça va améliorer la maison et déjà le confort dans la maison, que vous n'avez plus des pieds froids. Naturellement, la différence de 10 degrés va économiser le coût d'énergie, parce qu'on va perdre moins d'énergie par le sol. Une isolation des sols, c'est idéal pour le chauffage au sol, parce qu'on va empêcher qu'il y ait des pertes de chaleur vers la cave ou vers les dalles. Et deuxième, une chauffage au sol amène la maison dans une consommation bas énergie. On utilise plus ou moins dans une chauffage au sol 38 degrés pour chauffer la maison, et avec une radiateur normale, on utilise 70 degrés. Déjà là, on a déjà beaucoup gagné d'énergie avec une isolation de sol et avec une chauffage au sol. Deuxième, une chose supplémentaire dans les appartements, c'est qu'avec une isolation de sol, on va aussi isoler les impacts des bruits aériens. Et si on voit, adieu, on point à pied froid. Bon, il y a des différents produits. Il y a de la mousse projetée. On a une chape isolante qui est à base du polystyrène. On a des panneaux rigides qu'on peut acheter. Comme on doit commencer avec ça, il faut d'abord être pour soi-même sûr quel produit on veut utiliser. Il y a des gens qui ne veulent pas de la pure projetée. Il y a des autres qui disent, voilà, je veux seulement une chape et mettre des panneaux rigides là-dessus. Et tout ça, le choix de produit va donner un impact sur les plans à construire ou la rénovation. Chaque produit a son propre valeur de lambda, ou son valeur RD finale à obtenir. Alors, choisir le produit que vous voulez. Ce produit va vous donner une valeur d'isolation, et après, il faut regarder, bon, c'est quelle ma valeur d'isolation souhaitée, peut-être concernant les primes, la valeur qu'on veut obtenir. Et une fois qu'on a ça, on peut, avec l'architecte, aller décider quelle est les dimensions à construire pour mettre ce type de produit que vous voulez dedans. Ça, c'est une étape très importante à faire. Bon. Où on doit faire attention, on voit ça souvent dans l'isolation des sols ou l'isolation des murs. Ce sont des produits qu'on ne voit pas. On ne voit pas, alors on dit bon, c'est pas tellement important, et on regarde plutôt le prix et pas le matériel. Soyez vigilants que vous utilisez des produits certifiés, qui sont certifiés par ATG, CE ou EPB, parce que sinon vous allez penser d'avoir une valeur d'isolation, mais avec des produits qui n'obtiennent même pas la moitié. Alors toujours on reçoit les demandes, mais si on va sur-isoler, bon, sur-isolation,
n'existe pas. Il faut toujours, quand on met l'isolation, on doit ventiler, contrôler la maison. Ça veut dire qu'on va ventiler quand on veut, nous on veut, et comme ça on ne va pas perdre l'énergie qu'on ne veut pas. L'isolation de pas bonne qualité est toujours, ça coûte moins, mais ça donne toujours un impact sur la qualité de l'isolation finale. Et comme j'avais dit, l'isolation est invisible, mais elle semble avoir moins d'importance, mais qui n'est pas le vrai. L'isolation est invisible, mais il est très important que quand on met un produit, que ça obtient les valeurs que vous voulez. Pour les primes, en Wallonie, c'est un peu, c'est pas clair comme on a parlé avant. J'ai donné un peu l'exemple ici. Bon, déjà, les primes pour le sol, ça dépend sur le revenu familial. Et ça part ici sur la cave de 8 € à 24 €. Et si on fait sol sur dalle, de 8 € à 24 €. Moi, je conseille toujours de regarder avec la région de Wallonne directement et faire une audit énergétique pour savoir quelle est la prime exacte à obtenir. Ça, c'était tout pour l'isolation des sols. Merci à vous, Monsieur Cicirelli de la société Isopearls, pour ces conseils pratiques. Je retiens qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à isoler son sol, pas uniquement des avantages d'isolation, mais aussi sonores, etc. Donc, un investissement qui vaut certainement la peine d'être fait. Belle transition à Monsieur Elisabeth de Binsol qui, lui, va nous parler de l'isolation des fenêtres et des châssis. Monsieur Elisabeth, vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que tout le monde voit déjà mon présentation? Donc, moi, je suis Johan Elisabeth et je suis chef produit et menuiserie chez Binsol. Binsol est spécialisé dans les menuiseries extérieures, les portes et fenêtres, les volets roulants aussi, les portes de garage, mais aussi les protections solaires et les couvertures terrasses. Donc, on a plusieurs produits pour l'enveloppe isolante du bâtiment dans notre gamme. D'abord, les avantages. Comme déjà exprimé par les autres collègues, on a des avantages pour l'environnement et pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a un avantage sur la facture de chauffage plus basse. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on a un meilleur confort d'habitation. Et surtout pour les fenêtres, on peut avoir on a moins de problèmes de courant d'air à travers les fenêtres et les fuites d'air. Et ensuite, la valeur de votre logement augmente pour la location et la vente. Bien sûr, il existe aussi des primes pour vous aider financièrement. Et nous avons sur notre site website un outil pour chercher votre prime dans votre région. Ensuite, la rénovation et construction neuve énergétique, c'est un concept total, très important. Donc, on a déjà vu qu'on doit isoler le sol, la toiture et les murs, mais bien sûr aussi les fenêtres et toutes les autres choses, les techniques par exemple, l'éclairage, la ventilation. C'est très important de faire un concept global. Ensuite, il existe aussi différents niveaux à isoler. En construction neuve, d'abord, on a les obligations PUB qui sont, à partir de cette année, devenues les normes quasi zéro énergie.
Mais on peut encore aller plus loin, par exemple, pour atteindre maison basse consommation, de maison passive, maison zéro énergie ou aussi maison plus énergie. En rénovation, il n'existe pas des exigences, mais là, on conseille de suivre quand même les règles et les standards PUB qui sont quasi zéro énergie. Isoler, étanchéité à l'air et ventilation sont trois choses très inséparables. Donc, ça commence toujours à bien isoler. On a les quatre éléments principaux, donc isoler le toit, le sol, le mur, mais aussi les fenêtres. Dans cet aspect, il est très important qu'on choisit un matériau approprié, mais aussi que la mise en place est impeccable pour éviter des courants d'air et des ponts de froid. L'isolation, c'est un métier, donc c'est mieux de laisser réaliser par des professionnels. Donc, d'abord, isoler est très important. Ensuite, l'étanchéité à l'air est aussi très important, et surtout pour les châssis. Sinon, on va perdre trop de chaleur par des fissures. Savez-vous que 20 ou 25% des pertes d'énergie sont faites par les fuites d'air? C'est pas mal. Si on fait déjà bien isolé, et aussi l'étanchéité à l'air, il est aussi très important de ventiler. Et de ventiler aussi pour les châssis. Il y a un point important parce que la ventilation se passe par certains systèmes par les grilles de ventilation sur les fenêtres. Concernant les fenêtres lui-même, il y a aussi une partie de perte d'énergie à travers les fenêtres, 10 à 15%. Là, il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, on a le profil de châssis qu'on utilise et ensuite, on a le vitrage. Je commence avec le profil. Là, ça existe en différents matériaux. On a le PVC, l'aluminium, on a le bois et l'acier. Pour le PVC, c'est déjà un matériau qui isole très bien. En plus, on a des chambres intérieures dans le profil qui va encore isoler le profil mieux. Aluminium, c'est un conducteur, mais là, ils ont trouvé des solutions par une isolation thermique entre la partie extérieure et intérieure du profilé pour bien isoler. Dans le temps, on a eu beaucoup d'évolutions et d'innovations pour toujours mieux isoler les profils des châssis. Bien sûr, le vitrage, deuxièmement, c'est aussi très important. Dans le temps, les années 70, on avait le simple vitrage. Ensuite, on a eu le double vitrage. Et aujourd'hui, on utilise un vitrage à haute performance qui réduit la perte de chaleur jusqu'à 80% par rapport à un simple vitrage. Il existe déjà aussi des triples vitrages qui isolent mieux. En plus, le vitrage, c'est un élément spécifique parce que ça apporte aussi gratuitement la lumière et la chaleur dans notre maison. Donc, en hiver, c'est un atout, mais dans l'été, il faut faire attention au sursol. L'isolation thermique des fenêtres est normalement expliquée par des valeurs U. C'est un coefficient de travers de conduction thermique par rapport au châssis. Là, il existe différentes choses. On a la valeur UF qui contient la thermique du profil et on a le UG qui est la valeur thermique du vitrage. L'ensemble des deux, on parle de UW, donc l'isolation thermique des châssis. Donc, plus la valeur U est basse, mieux elle isole. Concernant la valeur U, c'est important de savoir qu'il y a des limites, donc des coefficients maximums qui sont déterminés dans le PUB pour la Wallonie et pour la région bruxelloise.
Le UW pour les châssis, là, c'est déterminé sur une valeur 1,5 et pour en Bruxelles, c'est 1,8. En utilisant un vitrage, un double vitrage haute performance avec un UG de 1,1. Pour les portes de garage et murs rideaux, là, on a une valeur de U maximum de 2. Ensuite, on a aussi les primes. On a les primes en Wallonie et aussi les primes en Bruxelles. Les primes pour les châssis, c'est exprimé par le kilowattheure économisé qu'on peut obtenir. Et ça c'est selon le revenu qu'on a. Donc, on peut gagner entre 0,15 et 0,90 euros par kilowattheure. C'est fait par un audit énergétique avant et après les travaux. En Bruxelles, il existe une autre prime énergie qui s'appelle le B4. C'est une prime pour le placement de nouveaux menuiseries, mais aussi pour le remplacement du vitrage. C'est une prime entre 10 et 25 euros par mètre carré du châssis, et aussi ça dépend de votre revenu. Il y a aussi des exigences au niveau des valeurs U entre 1,1 pour une nouvelle construction et 1,2 pour le remplacement du vitrage. Et finalement, je veux encore finir avec le Green Deal européen. C'est une loi européenne sur le climat que l'Europe doit être climatiquement neutre en 2050. Ça veut dire que toutes les maisons, tous les logements européens doivent avoir une consommation d'énergie moins de 100 kWh par mètre carré. Donc, ça veut dire qu'actuellement, beaucoup de logements belgiques ne satisfont pas à cette norme et 95% doit être rénové. Donc, ça veut dire à peu près que 150 000 logements chaque année doivent être rénovés. Et on pense et on est sûr que le remplacement des fenêtres va aider dans cette ambition européenne. Voilà, ici mon présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Elisabeth, pour votre intervention. Très intéressante, en effet, de voir que auprès des châssis, des fenêtres, il y a un degré de complications supplémentaires, puisqu'il faut tenir compte, en effet, de cet équilibre entre l'isolation et la surchauffe en dépendant des périodes de l'année dans laquelle on se trouve. Donc, très, très intéressant. Merci beaucoup à vous. Notre dernier orateur d'aujourd'hui est Monsieur Lono de Daikin, qui vous parlera des pompes à chaleur et des chaudières à condensation, entre autres, et des énergies renouvelables. Voilà, eh bien, merci beaucoup de me donner la parole, Monsieur De Vos. Voilà, bonjour à toutes et tous. Stéphane Lono de chez Daikin. Donc, Daikin, nous sommes développeurs, fabricants et distributeurs de systèmes de pompes à chaleur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des pompes à chaleur et également des avantages de ces dernières. Donc, à savoir qu'une pompe à chaleur est un système d'énergie renouvelable. Donc, c'est un système de chauffage central économique, mais surtout aussi écologique. On peut produire l'eau chaude sanitaire avec cette pompe à chaleur, la même pompe à chaleur que celle pour le chauffage central ou avec une autre pompe à chaleur. Ces systèmes sont combinables avec des panneaux solaires thermiques, ce qui vous permet d'encore accroître votre niveau écologique et d'économie d'énergie, à savoir qu'on peut, avec ces panneaux solaires thermiques, produire l'eau chaude sanitaire et ou l'eau du chauffage. Le refroidissement, le rafraîchissement est également une option possible avec ces pompes à chaleur. Alors évidemment, une installation idéale se fait avec des panneaux photovoltaïques qui vont pouvoir produire l'électricité nécessaire pour le fonctionnement de votre pompe à chaleur. Et on peut également adjoindre les applications Smart Grid qui vont vous permettre de faire un stockage d'énergie et vous emmener même vers un refroidissement gratuit. Donc, quand on parle d'un impact environnemental des systèmes de chauffage, il faut savoir que la pompe à chaleur a l'impact le plus faible sur ces systèmes de chauffage, puisqu'on a uniquement des émissions de pollution indirectes dues à la production d'électricité sur les centrales. Mais quand on compare ça aux chaudières gaz, condensation ou non,
mazout condensation ou non, on remarque que sur ces chaudières, vous avez une émission directe qui se fait due à la combustion du gaz ou du mazout et des émissions indirectes. Évidemment, quand on parle d'un chauffage au bois, là, les émissions directes sont énormes et totales sur ces systèmes. Donc, la pompe à chaleur, également dans ces émissions, est le système le plus écologique. Quelles sont les étapes de réflexion importantes à ne pas oublier quand on souhaite se chauffer par une pompe à chaleur? Tout d'abord, on se renseigne. On va voir son architecte, on va voir le certificateur PEB à l'heure de la demande du permis de construire pour avoir les renseignements up-to-date sur les obligations énergétiques des bâtiments. Ensuite, on se renseigne aussi auprès des fabricants de pompes à chaleur. Eux vont pouvoir vous donner les bonnes informations techniques sur les systèmes proposés. Ensuite, on choisit un bon installateur. Un bon installateur, c'est en fonction du type de pompe à chaleur qu'on va sélectionner et en fonction du système d'émetteur de chauffage qui va être choisi pour votre habitation, soit en rénovation ou en construction neuve. Quand on parle d'un type de pompe à chaleur, deux grandes familles se dégagent. On a les pompes à chaleur dites géothermiques à eau haut ou sol haut. Donc là, elles se composent de la pompe à chaleur. Et en plus, on a besoin d'un échangeur de chaleur dans le sol avec des échanges de chaleur soit verticaux, soit horizontaux. Ensuite, deuxième grand groupe, et qui est le groupe le plus utilisé dans nos régions, ce sont les pompes à chaleur dites aérothermiques, donc les pompes à chaleur RO, où là, vous avez la pompe à chaleur qui nécessite, elle, une unité extérieure. Et ensuite, on a les pompes à chaleur pour les productions d'eau chaude sanitaire par accumulation. Quand on pense pompe à chaleur, on doit se dire, oui, mais de quelle place je dispose? Où vais-je installer mon système, qu'on soit en géothermie ou en pompe à chaleur aérothermique, donc RO? On va penser à un débarras, une buanderie, un garage, un sous-sol pour positionner son unité intérieure. Et on va éviter surtout l'installation dans le grenier. Donc, les accès aux techniques doivent être aisés et la circulation d'eau doit être facilitée dans l'habitation. Pompe à chaleur RO nécessite fatalement une unité extérieure. Donc là, on la place pas trop loin de l'habitation et on l'installe au sol. On évite vraiment de l'accrocher au mur, ce qui va permettre de ne pas répercuter les vibrations de la machine vers la paroi et ainsi générer du bruit dans l'habitation. Donc, une installation au sol est vivement conseillée pour l'unité extérieure. Les types d'émetteurs de chaleur, on va passer au chauffage sur le sol, on en a parlé tout à l'heure. On va penser au ventiloconvecteur ou au radiateur. Un ventiloconvecteur, c'est un radiateur à basse température d'eau équipé de ventilos qui vont permettre de booster la production d'énergie avec une température d'eau très très basse, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Une règle d'or dans le système de chauffage, plus basse c'est la température d'eau, au plus petite sera votre facture. Je reviens ici aux différents émetteurs. Donc, un chauffage sol, lui, nécessite une température d'eau comprise entre 25 et 35 degrés. Des ventiloconvecteurs, une température d'eau comprise entre 30 et 40 degrés, alors que des radiateurs, en rénovation de nouvelle construction, on a encore cette température d'eau de 55 à 65 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille des systèmes à basse température d'eau, où en moyenne, ce sera 33% de réduction des coûts de consommation par rapport aux radiateurs avec des chauffages sol et des ventiloconvecteurs. Quelques astuces. Tout d'abord, dans une salle de bain, il faut savoir que votre chauffage sol ne sera pas suffisant pour donner votre confort de 24 degrés dans votre salle de bain, soit en rénovation ou construction neuve. Donc là, pensez à installer soit un radiateur sèche-serviette complémentaire, ou alors, en plus du chauffage sol, mettre un chauffage mural dans votre salle de bain. Autre astuce importante, quand on pense chauffage pour une chambre à coucher, on pense ventiloconvecteur. Système vraiment rapide, efficace, et en plus sur lequel on peut avoir le refroidissement en option. À quoi doit-on faire attention quand on est dans sa recherche de pompe à chaleur? On doit tout d'abord vérifier ce qu'on appelle le SCOP. C'est ce qu'on appelle le rendement saisonnier. On parle souvent de COP, le coefficient de performance, mais ce coefficient de performance est donné à une température fixe extérieure et température d'eau fixe également. En général, plutôt favorable au système. Par contre, quand on parle de coefficient de performance moyen saisonnier, là, on est sur la moyenne de consommation sur la période de chauffe. Je regarde ici un coefficient de performance moyen de 4,5. Ça veut dire que votre pompe à chaleur va produire en moyenne 4,5 kW de chaleur par kilowattheure d'électricité consommée. Plus le SCOP est élevé, donc plus la consommation sera faible. On choisit également une technologie récente. Pourquoi? Pour avoir le meilleur rendement, fatalement, une consommation la plus basse, un niveau sonore également le plus bas, donc pour avoir les nuisances les plus faibles, et les dernières régulations. Je pense ici au smart grid, aux applications, smartphones et autres, pour venir réguler au mieux et gérer au mieux votre système de chauffage.
Quels sont les pièges à éviter quand on parle de pompe à chaleur? Évidemment, un bon produit doit être installé correctement. On ne le répétera jamais assez, soyez vigilants par rapport à cette qualité d'installation. On fait le choix d'un installateur certifié, formé par la marque qu'il va distribuer et installer, et on se renseigne également sur la qualité de cette installation. On sélectionne également le type de pompe à chaleur au début du projet. Est-ce qu'il me faut une pompe à chaleur pour chauffer uniquement la maison? Est-ce que je souhaite du chauffage et du refroidissement? Car si on souhaite être rafraîchi en été par sa pompe à chaleur, on va devoir choisir un système qui fait et le chauffage et la climatisation. Donc, on évite de convertir une pompe à chaleur à des fins de refroidissement après l'installation ou la déclaration, car je rappelle, les fraudes en matière de subvention de PEB sont soumises vraiment à de très lourdes amendes. Voilà, je vous remercie et on se tient bien évidemment chez Daikin à votre disposition pour toute question ou toute autre demande. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Leneux. Très intéressant, en effet. Je me rends compte qu'il y a énormément d'options et de possibilités, en effet, en fonction des types de pièces et des prérequis pour trouver la bonne solution et ensuite trouver les bons partenaires pour les installer. Je voudrais en conclusion ou en résumé vous redonner tous la parole. Vous avez tous expliqué beaucoup d'éléments très très intéressants. C'est une matière forcément assez complexe, donc pour aider nos candidats rénovateurs en termes d'isolation à trouver un petit peu leur chemin et à définir un certain niveau de priorité, je voudrais vous repasser tous la parole pour en une ou deux phrases essayer de nous résumer le message le plus important que vous souhaiteriez faire passer pour votre société, pour les projets de rénovation d'isolation. Monsieur Estermans, peut-être en premier? Eh bien, je dirais quand vous avez l'intention de rénover votre maison, faites toujours aussi l'isolant de votre toiture. C'est toujours important. Et même si vous dites, oui, mais je n'ai pas l'intention de faire une chambre ou donc de faire quelque chose habitable avec mon grenier, alors une raison de plus pour le faire, parce que c'est toujours épargné d'énergie. Et si la chambre n'est pas déjà nécessaire à ce moment, ça peut devenir le cas dans quelques années quand vous vendez votre maison, bien sûr. Il y a encore une exception, bien sûr. Le grenier n'est pas habitable, il est trop profond, l'hauteur est donc trop limitée. Alors je dirais, il faut dans ce cas pas isoler dans la pente, mais alors isoler simplement le sol du grenier. Alors de cette façon, vous évitez de chauffer aussi le volume du grenier. Voilà. Merci bien, Monsieur Estermans. Monsieur Gérard Desto, un petit mot de conclusion pour vous? Oui. Donc, moi, je dirais la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Donc, tournez-vous vers des professionnels qualifiés, des experts. Et donc, vous pouvez vous rendre sur nos différents sites Isoler ma façade pour les trouver. Merci. Merci à vous, Monsieur Gérard. Très, très pertinent, en effet. Monsieur Cicirelli de Isopulse, votre message clé? L'isolation des sols ou des murs, c'est une isolation invisible. Ne pensez pas à gagner un peu d'argent là-dessus parce que vous pensez que ça, bon, on ne le voit pas, c'est pas nécessaire, c'est pas comme une pompe à chaleur ou comme des fenêtres, mais c'est très très important ça que vous mettez dans les murs ou dans les sols. Parfait, merci beaucoup pour ces bonnes paroles. Monsieur Elisabeth de Winsol, votre conclusion? Pour les châssis, je pense que c'est très important de faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de pertes d'énergie, entre 30 et 40%, mais aussi de faire attention pour la pose. Donc, une pose étanche qui est faite par un professionnel. Et ensuite, je veux encore faire un avis, de aussi regarder pour les primes. Voilà. Merci beaucoup. Et le dernier mot de la fin pour Monsieur Leneux de Daikin, qui certainement aura un message aussi en termes d'isolation et d'énergie renouvelable très intéressant, je présume. Ben oui, voilà, donc comme Thibault l'a rappelé, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc moi, je rappelle que pour installer la meilleure pompe à chaleur du marché dans votre habitation, en rénovation ou en nouvelle construction, tout d'abord, on pense à isoler sa maison
à ventiler correctement sa maison. Installer une pompe à chaleur, aussi performante soit-elle, dans une maison ancienne qui n'a pas d'abord été réisolée, dans laquelle on n'a pas d'abord pensé à remplacer ses châssis et qui n'est pas bien ventilée, ne va servir simplement à rien. Ce sera un investissement inintéressant. Donc, pensez d'abord isolation, ventilation, et ensuite, venez nous rendre visite dans notre futur showroom de WAF qui vous attend d'ici quelques jours. Et là, on pourra parler pompe à chaleur quand vous aurez rencontré nos collègues d'isolation précédemment. Merci, à bientôt. Merci, messieurs, pour vos interventions très précieuses et ces conseils très utiles et très bien expliqués. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. En conclusion, bien, en effet, si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cette thématique qui est quand même très actuelle et nécessaire pour faire évoluer notre parc immobilier à court terme et atteindre les objectifs fixés qui sont là devant nous. Et je vous invite, si vous avez des questions par rapport à ce thème, d'entrer en contact avec les participants. Vous pouvez le faire jusqu'au 7 mars sur la plateforme de Batibo Virtuel en consultant la page exposant de TwoSense qui vous mettra en contact direct avec les entreprises qui ont participé à ce webinaire intéressant. N'hésitez pas à vous rendre également, je fais une petite parenthèse sur les pages et les pages sociétés de Sto, Isopers et Daikin pour entrer en direct en contact avec eux puisqu'ils sont présents aussi également sur la plateforme virtuelle de Batibo. Et pour les interventions de Winsol et de Recool, ben, vous aurez certainement la possibilité, vous retrouvez sur la page de TwoSense les coordonnées des personnes de contact de ces deux sociétés qui vous aideront à développer votre projet avec brio. Donc voilà, le webinaire reste disponible en conclusion sur la plateforme de Batibo Virtuel jusqu'à fin mars. Voilà, il me reste pour clôturer à encore remercier nos 5 intervenants. Merci beaucoup, ce fut très très intéressant et je suis certain que beaucoup de candidats rénovateurs vont se rediriger vers vous. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.